Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Dans le monde de l'e-sport sont quelque chose d'extrêmement courant. Les sommes d'argent à gagner sont importantes et la gloire qu'apportent les victoires est importante. Parce qu'un joueur d'e-sport, c'est comme un athlète de sport traditionnel. Ses victoires et ses défaites vont déterminer la suite de sa carrière et bien évidemment, si vous souhaitez une longue carrière au sommet et que vous voulez que les gens se souviennent de vous longtemps, il vaut mieux gagner que perdre. Et tout comme dans le sport, il y a de la triche, dans l'e-sport aussi, il y a de la triche. C'est logique. C'est une évidence tellement énorme que le dire, c'est déjà de trop. Par contre, si je vous dis que l'un des plus grands e-sports au monde a été sauvé de la ruine par 2 mecs bénévoles dans leur chambre shootés à la caféine, parce que ça fait 4 ans que n'importe quelle équipe peut tricher sans que personne ne le remarque. Ça, c'est directement beaucoup plus intriguant. Et Alors, petite pause. Il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde Squid Game. Non. Et franchement, Squid Game, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est vraiment pas une bonne série. Même la saison 1, elle est mid, mon pote. Et les gens, ils en ont fait tellement trop. Alors que c'est une série mid. C'est le genre de série, les gars, qui vous casse le cerveau pour rien. Voilà. Il y en a, c'est syndrome Casa de Papel. C'est vraiment, oh, mais attends, mais... Wow, OMG, nouveau concept, ça n'a jamais été vous. Mais il y en a, vous en faites trop, alors que c'est nul. Oh là là. En toute objectivité, hein, c'est des séries mid que tu oublies rapidement. Hein. C'est des séries tellement mid. Après, en réac, c'est sympa, hein. Voilà. C'est... En réac, c'est sympa, pourquoi pas. Mais actuellement, je suis en train de regarder Arcane. Voilà. Actuellement, je suis entre Arcane et Squid Game. Mais comment tu peux me proposer Squid Game alors que Arcane... Oh là là là. Merci. Merci. Ah, merci. Jamais de la vie Squid Game, c'est bon. Si t'adores Squid Game, t'adores Fast and Furious. Ah, c'est sûr. Si t'aimes Squid Game, t'adores Fast and Furious. Casa de Papel, saison 1. Elle est bien. Voilà. Elle est même plus que bien. Mais après le reste, pipi. On surfe sur la hype de l'argent. Le scénario, il perd tellement. Même l'écriture, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais les gens, vu que c'est Casa de Papel, ils sont en mode... Oh, mais en fait, Casa de Papel... franchement... Il y a plein. Ce syndrome de série mid, il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est pour ça que sur Netflix, dès que t'as une série qui sort du lot, on est en mode OMG, c'est trop bien. Bah oui, les séries, elles se ressemblent toutes. Et c'était sûr que... J'ai même pas vu la saison 2 de Squid Game. Je suis sûr que la saison 2, elle est nulle. Je suis sûr que la saison 2, il y a marqué pognon. On veut du pognon. La saison 1, elle a bien marché, donc pognon. Voilà, même concept, mais on va changer un peu. On va faire différemment, mais ce sera moins intense. Parce que en fait, la saison 1, c'était déjà le prime. Donc pas besoin... Enfin voilà. Donc bon, ils ont changé. Ouais, mais ouais, je sais pas. Non, mais ça me chauffe pas. Bon, en fait, juste pour répondre à la question, ouais, je me suis un peu éparpillé. Non, ça m'attire pas du tout Squid Game. je sais pas vous, mais moi, l'intrigue, ça m'intéresse. J'ai vu la L'homme saison qui 1 nous et voilà. intéresse aujourd'hui, il s'appelle Michal Slovinsky et le jeu qui est concerné, c'est l'un des plus grands jeux au monde et il s'appelle Counter-Strike. Ah, Counter, les gars, c'est quand même une commune bien agressive. Hein. Voilà, c'est à partir du moment où le chat de proximité, où tu pouvais être en voc avec les autres joueurs, mon pote, oh là là là, les Russes là, les Russes fous là. Merci Mad. Pour vous, les gars, c'est quoi le jeu e-sport le plus toxique? Le plus toxique, parce que en vrai, Counter, c'est quand même dans le top parce qu'il y a ce chat de proximité. Genre, il y a ce vocal. Je pense que la plupart des gens diront League of Legends parce que c'est à l'écrit. Mais imaginez si League of Legends... Parce que LoL, ça doit être peut-être le jeu e-sport le plus toxique ever. Numéro 1, tu vois. De loin. Mais imagine s'il y avait un chat de proximité. Imagine s'il y avait un vocal sur les games de LoL. Oh là 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 là. Le contenu, mon pote. Le nombre de bans. Le nombre de bans, vraiment. Hein. Après, CS, c'est du trash talk aussi. Bon, il y en a qui t'insultent parce que t'es vraiment nul. Bah, c'est un peu le même chat de proximité que Valorant. Hein.
Valo, attends, moi je me souviens, les 2 streams qu'on a fait dessus, on est tombé contre des fous, frère. Je me souviens, les Russes et tout, là, ils m'insultaient. Tout le monde connaît Counter-Strike et le jeu peut être résumé en 2 phrases. C'est 5 joueurs attaquants qui doivent faire exploser une bombe contre 5 joueurs défenseurs qui doivent empêcher la bombe d'exploser. Et pour aider tout ce beau petit monde, on a des flingues et des grenades. C'est étonnamment simple et pourtant extrêmement technique à cause de plein de petits détails. Par exemple, l'économie. Les joueurs obtiennent de l'argent en fonction de leur performance dans la partie, ce qui ajoute tout un aspect économique au jeu. Il faut aussi savoir lancer des grenades sur des centaines de mètres au centimètre près pour lancer les meilleures offensives. Savoir quand tenir une position et savoir quand reculer pour attendre des renforts. Connaître le nom de tous les recoins de toutes les maps pour pouvoir communiquer les positions adverses à nos alliés. Pour dire il est rampe, il va sortir Tetris. Au lieu de dire il est là, non pas là, non, gauche, le pot de fleurs, à côté du pot de fleurs. Ouais, bah écoute, ouais, bah, ça prend le temps, voilà, on n'a pas tous les calls comme ça, quoi. C'est beaucoup moins efficace. Tout je ça me suis vu un peu, je me suis vu à travers ça. En ayant une visée irréprochable pour pouvoir abattre tout adversaire qui viendrait entraver votre progression. Mais le plus dur dans Counter-Strike, ce n'est pas tout ce que je viens de vous citer. Le plus dur dans Counter-Strike, c'est d'apprendre à lire dans la tête de vos adversaires. Regardez ce mec, il s'appelle Twist, il fait partie de la team Liquid et actuellement il est en 2 contre 1 contre un membre de l'équipe Astralis, Device. L'équipe qui remporte ce match repart avec $350 000. Twist vient de voir son allié manger une magnifique balle dans la tête et Device court pour aller planter la bombe. Twist il a pas le choix, il doit absolument le poursuivre sans quoi Device plante la bombe, elle explose et c'est la fin du round. Et ça Device il le sait très bien. C'est pour ça qu'il va prendre un cocktail Molotov et le lancer dans une des 2 entrées. Ok, ouais, il va le zoner, comme ça il a qu'une allée à scout, quoi. Il va obliger Twist à prendre la seconde entrée et c'est pour ça qu'il va pointer son viseur sur la seconde entrée. Au moindre pixel qui dépasse du cadre de la porte, Device appuie sur sa gâchette et Twist décède. Et ça, Twist, il le sait. Il sait que son adversaire n'est pas en train de planter la bombe et que prendre la seule entrée possible le mettra dans un duel compliqué avec Device. Twist, il sait tout ça. Mec, j'ai l'impression de voir Elle et Light qui sont comme ça en train de se faire une battle IQ. Mais Twist, vu qu'il sait tout ça, il sait aussi qu'il a pas besoin de passer par l'entrée. Il a juste besoin d'avoir une ligne de vue sur son adversaire pour la battre. Et c'est là qu'on voit que Twist, c'est un professionnel. Parce que même avec $350 000 en jeu, il a assez confiance en sa théorie pour se jeter dans les flammes, observer que sa théorie était bel et bien correcte, abattre son adversaire et gagner le round. Tout ça en brûlant. Lire dans la tête de son adversaire. L'élément le plus satisfaisant pour un joueur et le plus impressionnant quand on prend le temps de comprendre ce qui vient de se passer. Et l'exemple que je viens de vous donner, il est loin d'être impressionnant. D'ailleurs, il est tellement peu impressionnant que l'équipe de Twist va perdre la finale. Parce que ça a beau être très bien joué de la part de Twist, ce n'est qu'une seule action d'un seul des rounds de toute la finale. C'est largement pas suffisant pour gagner. Mais cette action très précise, elle est simple pour comprendre l'importance de ce qu'on va appeler le mind game. La prise de choix à travers la lecture du jeu adverse. Comment dominer son adversaire avec son propre cerveau. Ça inspire le respect. Mais maintenant, imaginez si tout ça était faux. Imaginez si depuis le début, Twist, il savait exactement où était son adversaire. Pas à cause de son immense mind game, mais tout simplement parce que quelqu'un lui aurait dit. Pas un de ses coéquipiers bien sûr, mais bel et bien quelqu'un qui aurait une vue sur la position exacte de Device. Ça retire toute la beauté de l'action. C'est plus 2 esprits qui s'affrontent. C'est juste un mec qui souille son adversaire grâce à l'aide de quelqu'un qui dispose d'une information qu'il n'aurait jamais dû avoir. Savoir qu'un match a été joué dans les règles, c'est ce qui permet à ce match de transmettre des émotions. C'est ce qui permet aux supporters de crier de tout leur souffle, de sauter de joie dans Quand t'as une vraie compétition, quand t'as 2 équipes là, elles sont là, il y a du storytelling, il y a 2 équipes de purs, elles sont là. Elle prend une manche, après l'autre elle prend 2 manches, puis l'autre elle prend une manche. Non. La victoire est de pleurer de détresse dans les défaites. Quand la triche s'invite à la table de jeu, la joie disparaît et seule la colère et le dégoût arrivent à s'exprimer. J'espère qu'il n'y a aucun tricheur. À la limite, on a tous été un tricheur une fois dans nos vies, mais sur des jeux solo. Voilà. On a tous triché une fois, mais vas-y, c'était sur GTA, t'allais sur jeuxvideo.com, tu faisais des codes, jetpack, les grand-mères, elles ont des bazookas, mais les gens qui trichent dans les jeux en ligne, oh là là là, ça va tellement mal se passer pour vous. Oh là là, oh vous, hein, oh terrifiant, hein. Oh, dès que on va quitter cette planète, vous allez vous retrouver, attends mais je comprends pas pourquoi je suis pas au paradis, bah frérot, t'as triché sur Apex Legends, frérot, t'as triché sur Fortnite, t'avais un Wallach, c'est pas possible. L'injustice. Non mais vous êtes trompé en fait, c'est pas normal. Est le moteur des plus grandes colères. Imaginez que votre équipe favorite, peu importe l'e-sport ou même simplement le sport, perde à cause de la triche de l'équipe adverse. Et maintenant multipliez ce sentiment de trahison par le nombre de parties jouées entre 2016 et 2020.
Tous les grands tournois, toutes les célébrations, les récompenses, toute la gloire et les millions de dollars de cash prize. Tout ça. Après, là, on parle d'e-sport, mais dans le sport, oh, le nombre de tricheurs qu'il y a eu. Hein. Comment il s'appelait le mec là, expliqué, frère? Il faisait des... Ça, pareil, j'ai jamais compris pourquoi les gens, ils étaient pas choqués. Armstrong, il était là. Il mettait des vitesses à tout le monde. Il était jamais fatigué. Hein. Le mec, il pissait du sang. Et personne ne s'est dit, oh, bah, c'est bon. Oh, Armstrong, il y a un petit problème. On lui ferait pas une petite prise de sang, rapidos, quoi, c'est... Ah, bon. Après, moi, je pense que dans l'univers du cyclisme, entre nous, hein, tout le monde... voilà. Tout le monde est un peu dopé aux couilles de bison. Hein. Souillé par de la triche. On parle de centaines de coupables potentiels. Un scandale qui à jamais a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'e-sport. Et si j'ai pu passer autant de temps sur cette affaire sans me précipiter pour bien comprendre cette immense histoire, c'est grâce à un autre jeu qui lui aussi dispose d'une... La petite OP ouais Sport, World of Warships. World of Warships, imagine tu triches à une compétition de World of Warships, voilà, tu te dopes en pleine compétition de World of Warships. Tu utilises un cheat qui permet justement de faire en sorte de one-shot tous les autres bateaux de World of Warships. N'hésitez pas à télécharger World of Warships, s'il vous plaît. Venons à notre bug. Pour comprendre ce bug, on va devoir retourner en 2020 avec un homme qui s'est retrouvé malgré lui au centre de cette affaire. Et son nom, je vous l'ai déjà dit, c'est Michal Slovinski. C'est un amoureux du jeu Counter-Strike. Et il aime tellement le jeu qu'il va devenir arbitre de compétition Counter-Strike. Ça peut sembler étrange d'avoir besoin d'un arbitre dans un jeu vidéo. Des centaines de milliers de parties de Counter-Strike se jouent chaque jour à travers le monde et à aucun moment on a besoin d'un arbitre. Le jeu s'arbitre tout seul. Il rajoute les points aux bonnes équipes au bon moment, fait exploser la bombe à la fin du compte à rebours, fait s'écrouler un joueur par terre quand sa barre de vie atteint 0. Bref, le jeu est programmé pour s'arbitrer tout seul. C'est un jeu vidéo. Mais durant les compétitions à haut niveau, il y a plusieurs éléments importants que le jeu ne peut pas arbitrer lui-même. Par exemple, empêcher les joueurs de regarder l'écran géant du stade pour avoir des informations qu'ils ne devraient pas avoir. Ça va mec, on te dérange pas? Vas-y, regarde, oui, d'accord. Fais-toi plaisir. S'assurer qu'aucun logiciel de triche soit installé sur les ordinateurs de la compétition. Tester les chaises, les claviers, les souris, les casques, résoudre au plus vite les problèmes techniques. Et un arbitre doit aussi remettre les joueurs à leur place si jamais ils sont irrespectueux envers leur adversaire. Bref, Michal Slovinski, il est responsable du déroulement de la partie, que ce soit en termes de triche, de mauvaise conduite ou de problèmes techniques. Et en juin 2020, il va recevoir un message concernant une rumeur d'un bug qui serait capable de changer tout le déroulement d'une partie de Counter-Strike sans qu'aucune personne ne le remarque. Ah bon ? Ce bug pourrait permettre à un joueur d'une équipe de voir les positions adverses et de transmettre ces informations à ses coéquipiers. C'est ouais, d'accord. littéralement avoir une vue omnisciente du match. Savoir en permanence où se trouvent les adversaires. Et selon les différents messages privés que reçoit Michal, le joueur qui serait capable d'être cet œil omniscient, c'est le 6e joueur. Car oui, bien que Counter-Strike soit un jeu qui se joue en 5 contre 5, au niveau professionnel, il y a un 6e joueur, le coach. Le coach, c'est le mec que vous voyez derrière les joueurs. Il observe, communique, donne des instructions, enfin comme n'importe quel coach dans n'importe quel sport. Sauf qu'en e-sport, il y a une barrière de plus. La grande majorité des matchs professionnels se jouent à distance. Et donc pour permettre au coach d'observer la partie, il doit se mettre en spectateur de sa propre équipe. Sur Counter-Strike, le mode spectateur d'un coach lui permet de voir à travers les yeux de ses propres joueurs. Il passe de point de vue en point de vue, ce qui lui permet d'observer une partie sans pour autant obtenir des informations que les joueurs n'ont pas déjà. Informations qu'il va analyser pour indiquer à ses joueurs la stratégie à prendre. Et cette stratégie, il va pouvoir leur dicter durant les temps morts ou pendant les rounds. Ça va dépendre des règles des différents tournois. Certains autorisent la communication perpétuelle, d'autres n'autorisent le coach qu'à parler à certaines périodes bien précises. Mais dans les deux cas, le coach ne dispose donc pas d'informations supplémentaires que ce qu'ont déjà leurs 5 joueurs réunis. Sauf qu'à en croire les DM que reçoit Michal, il existerait un bug qui permettrait au coach de sortir du point de vue de leurs joueurs et d'avoir une vue sur les ouais, genre en mode il sort du... En fait, il no-clip. Endroit précis de la map. Ah ce ouais, qui pourrait permettre au coach d'informer ses joueurs sur les déplacements adverses. Ah genre ça fait caméra de surveillance genre. Et donc changer le cours d'une partie. Pour schématiser, c'est comme si votre équipe avait en permanence une caméra espion invisible qui communiquait tout. Ah ouais, c'est totalement cheaté hein. Tout ce qu'elle voyait. Un avantage capable... En plus, surtout dans des jeux comme ça, tu sais, t'as le point A, t'as le point B, les mecs ils vont rusher un point, tu sais qu'ils vont vouloir poser la bombe là, toi tu te prépares, et en fait, voilà, tu mets toutes tes forces de frappe en défense à l'endroit où ils attaquent quoi. De détruire n'importe quelle partie de Counter-Strike. Alors là, normalement, une nouvelle pareille, ça fait exploser le milieu de l'e-sport. Sauf que Michal, il va rester très sceptique vis-à-vis de ces messages, parce qu'il n'y a aucune preuve.
Les explications sont pas réellement claires et surtout à aucun moment les messages qu'il reçoit n'expliquent comment reproduire le bug. Et ça c'est l'élément le plus important pour un bug, le fait d'être reproductible. Parce que c'est ce qui va séparer un simple bug dont un coach peut être victime d'une véritable faille qu'un coach peut exploiter. Michael il va commencer à chercher des preuves concernant le bug. Il va fouiller à travers plusieurs replays de matchs amateurs, et ce qui est pratique dans les replays de Counter-Strike, c'est qu'on peut sélectionner le point de vue qu'on souhaite analyser. Et en regardant le point de vue des spectateurs présents dans le match, il va voir plusieurs personnes utiliser ce bug. Et le pire, c'est que ce En fait, à la fin, t'as les deux équipes avec les deux coachs qui vont utiliser leur bug et ça va être un combat de bugs, genre. bug, c'était pas Et simplement ça va rendre des matchs totalement... Ah non, mec, ça va être n'importe quoi, en fait. un bug aléatoire qui pouvait arriver à n'importe qui, mais c'était aussi un bug reproductible extrêmement simple à réaliser et donc à exploiter. Il suffit que le coach se connecte dans la partie en premier en tant que joueur et se mette à la position qu'il veut observer. Ensuite, il quitte le mode joueur pour se mettre en mode spectateur. Et c'est tout. Normalement, quand vous vous mettez dans une équipe et que vous voulez devenir spectateur, le jeu vous rattache obligatoirement sur un joueur de l'équipe. Mais si le coach arrive c'est ça, combat de haki, frère. en premier, il lui suffit de faire sa manipulation avant que ses joueurs ne rentrent dans le match pour que le jeu le laisse bloquer exactement là où il était. C'est aussi simple que ça. N'importe qui peut le faire. Donc d'un côté, on Ah, mais en fait, ça nique tout, le mec, hein. Ça nique tout, hein. Et à mon avis, il y a plusieurs équipes qui l'ont fait. a les coachs victimes qui vont se retrouver bloqués à des endroits aléatoires vu que ça reste un bug qui peut arriver n'importe quand. Et de l'autre, on a les coachs tricheurs qui ont volontairement déclenché le bug pour en abuser. Michael, il est un petit peu choqué de ce qu'il vient de voir, mais il va pas perdre son sang-froid. Il va filmer les différents points de vue buggés qu'il trouve dans les matchs amateurs. Et Mais même, du coup, comment tu fais pour prouver ça? il va envoyer tout ça à Valve, les créateurs de Counter-Strike, pour qu'ils puissent réparer le faut bug. faire un patch, Normalement, en fait. à partir de là, Michael il a fait le nécessaire. Il aurait pas dû être impliqué dans ce qui va arriver, mais durant les mois qui vont suivre, il va arbitrer les plus gros tournois de Counter-Strike au monde, et il y a un détail qui le gêne profondément. Valve ne lui a jamais répondu. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous voulez de la triche à votre tournoi, là? Un message, pas un mail, pas une confirmation Pourquoi, comme les quoi gars le bug était résolu. Rien. Et donc Michael, à chaque match en ligne qu'il arbitre, il ne peut pas s'empêcher de penser, et si le coach présent en tant que spectateur dans ce match professionnel en ligne de haute importance que je suis il y a des matchs, les gars, ils ont été bien sabotés, hein. en train d'arbitrer, était en train de tricher. Je vous l'ai dit, Michael, c'est un amoureux de Counter-Strike, et imaginer que son jeu préféré se fasse salir par des personnes avides de victoire, ça, il peut pas l'accepter. Surtout qu'il va remarquer un coach en particulier qui à chaque game arrive en premier dans le match bien avant ses coéquipiers. C'est bizarre, Ce hein. mec ultra suspect, c'est le coach de l'équipe Virtus Pro, Dastan. Virtus Pro, c'est tout simplement l'une des plus grandes structures au monde sur la scène Counter-Strike. Et Dastan, il a été coach sur de nombreux événements où son équipe a remporté plusieurs centaines de milliers de dollars de cash prize. Bizarre. Et si depuis le début, toutes les victoires de Virtus Pro ne valent rien. Michael va alors analyser tous les replays un par un et découvrir que Dastan, c'est juste un mec ultra ponctuel. Dastan a... Ok. On a failli juger, chat. On a failli juger, on était en train de les enterrer, là. avait juste pour On était tous là avec les fusils, on sait très bien ce que tu vas faire. l'habitude de se connecter un petit peu en avance pour être sûr que les matchs commencent pile à l'heure. Et c'est marrant comme tu peux devenir le suspect numéro 1 juste en étant un mec respectueux. Alors Michael il va être très heureux parce que du coup... C'est vrai qu'il est très sympa, les gars, voilà, on pourrait lui donner de l'argent, on pourrait lui prêter de la thune, on sait très bien qu'il va nous rembourser ce monsieur. Voilà, vous êtes fous dans le chat aussi à juger les gens comme ça. Son suspect principal est innocent. Il y a peut-être une chance pour que le bug n'ait pas eu le temps d'atteindre les scènes professionnelles. Très sympa ce monsieur. Ça c'était le rêve de Michael. Il rêvait de dire que le bug n'ait pas eu le temps d'atteindre les scènes professionnelles. Sauf que Michael, il était pas parano. Il avait juste le mauvais suspect en tête. Parce qu'il va bel et bien découvrir plusieurs coachs bloqués à des endroits de la map, ayant une vue sur des endroits bien précis durant les matchs en ligne de haute importance. Et du coup c'est officiel. Le bug est bel et bien utilisé dans la sphère professionnelle pour gagner des matchs et personne n'est au courant. C'est comme un petit Covid qui est en train de nous ronger de l'intérieur, les gars. Personne n'est au courant de qui l'a utilisé, sur combien de matchs, pendant combien de temps. Dans un premier lieu, Michael ne va rien révéler. À la place, il va analyser 2000 parties professionnelles depuis le début de l'année 2020. Il va noter Attends, par contre, vraiment, il est déter l'arbitre, hein. toutes les personnes qui utilisent ce bug, les récidives, la présence ou non de mouvement de la caméra durant le bug, combien de rounds dure le bug, est-ce que la vue du coach lui permet d'avoir des informations supplémentaires, etc., etc. Il va noter tout ce qui peut paraître pertinent pour juger si oui ou non les personnes qui utilisent ce bug sont bel et bien en train de l'utiliser à leur avantage et J'espère qu'il est bien payé quand même, hein. sont pas juste victimes par accident du bug. Parce qu'il y a une grande différence entre un coach qui se retrouve dans le bug durant un round sans bouger la caméra qui a été déposé dans un angle où on ne voit rien, et un mec qui se retrouve dans le bug pendant tout le match en faisant des petits mouvements de satisfaction quand son équipe gagne les rounds. Et Ça sent pas bon, hein. Merci, Bellamy.
Tu vas faire Bloodborne? Je pense pas, mais par contre, le nouveau Elden Ring qui va sortir en jour, ouais. Vous savez, ces petits mouvements de caméra qui prouvent que le coach est bel et bien activement en train d'utiliser le Franchement, bug, ça va être c'est bien. pas ça le pire. Le pire, c'est que Michal va découvrir 2 variantes du bug qui le rendent encore plus destructeur. De base, c'est juste une caméra fixe qui peut tourner sur elle-même. Sauf qu'on va découvrir des variantes où le coach voit son joueur à la 3e personne et peut donc vérifier certains angles pour lui Arrête de crier, pardon, excuse-moi, je voulais pas te réveiller, frérot. sans que le joueur ne prenne de Excuse-moi, frérot. risque. Mais c'est même pas ça le plus cheaté parce qu'il existe une variante du bug où le coach peut se balader librement où il le souhaite. Littéralement voir toute la map, changer d'angle, de position, suivre à la... En plus, il m'a dit arrête de crier, espèce de loser. Excuse-moi, frérot, excuse-moi. J'aimerais bien être aussi bien que toi, mec. la trace les joueurs adverses. Le coach de... T'es un gros winner. Ryan Baptou. T'es un gros winner, frérot. devient littéralement un drone espion invisible. Merde, La du coup, trace j'ai pas le souhaite. écouté à cause de lui. Littéralement voir toute la map, changer d'angle, de position, suivre à la trace les Ah, mais c'est scandaleux, ces trucs de tech. C'est scandaleux, ah putain. Scandaleux, oh. joueurs adverses. Le coach devient littéralement un drone espion invisible. En découvrant ça, Michal, il devient fou. Il doit absolument trouver tous les tricheurs. Sauf qu'au bout de 2000 parties visionnées, Michal, il en peut plus. Pour rappel, tout ce qu'il fait là, c'est sur son temps libre, hein. Il est pas payé pour faire ça. Il le fait gratuitement par amour pour le jeu. Du coup, Michal, il est face à un mur de parties à visionner. Il doit trouver une solution et rapidement. Et c'est là qu'il va appeler un ami, Steve Dodenhofer. Steve, c'est un développeur très familier avec la scène Counter-Strike vu qu'il travaille pour l'ESEA, qui est l'une des plus grandes plateformes de rassemblement de joueurs Counter-Strike. Ils sont maintenant 2 à analyser tous les replays de la scène Tu sens la team d'arbitre là en colère. Hein. Tu sens que les deux ils sont là en mode tac tac tac. Eh, ça va s'envoyer des Red Bull. professionnelle. On va tout analyser, on va voir et on va dénoncer tous ces tricheurs. 2 mecs, des dizaines de nuits blanches et des centaines de litres de caféine. Ah ouais, 75 heures par semaine d'analyse de replay. Je Ah, là je suis désolé, hein. Tu peux aimer un jeu, hein, mais là tu joues plus. Là maintenant tu lui montres les nouveaux counters, il vomit. Hein. tiens à préciser qu'ils sont toujours pas payés. Et à côté, Steve, il est Ah oui, développeur d'accord. et que Michal, il doit aller arbitrer des matchs qui parfois se passent en LAN, donc faire Ah oui d'accord, en fait c'est des bénévoles. Les gars, on a trouvé l'évolution des modos en fait. Après un modérateur Twitch, tu deviendras arbitre. Voilà, arbitre e-sport. C'est la continuité, c'est la continuité. Si Valve n'a pas payé ces gens-là, alors oh, s'il vous plaît, hein. Mais ne demandez rien les modos, ne demandez rien du tout. des voyages dans les 4 coins du monde. Ces Mon 2 mecs-là Dieu. sont des monstres. Ils dorment 2 heures par nuit depuis 2 semaines. Tout ça par amour pour un jeu. Mais encore une fois, C'est il y en a une folie. beaucoup trop. Et c'est pour ça que En vrai, ça serait des très très bons modos ces deux-là. Steve va avoir une idée de génie. Il va coder lui-même un analyseur de replay automatique. Oh, le L'analyseur va comparer la position des joueurs avec la position des coachs. Et vu que les coachs ne sont techniquement autorisés à ne voir que le point de vue de leurs propres joueurs, quand la position d'un coach ne correspond pas à la position d'un de ses joueurs, l'analyseur notera le replay comme suspect. À partir de là, Steve Attends, mais c'est un génie ce mec. et Michal, ils n'ont qu'à regarder tous les replays indiqués comme suspects pour savoir si c'est de la triche ou non. Ils vont pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. Le temps va continuer à avancer, Michal et Steve continuent leur analyse, et le 26 août 2020, il y a un mec, un coach, qui va parler du bug. C'est la toute première fois que le bug est mentionné publiquement. Et là, c'est l'explosion. C'est la panique totale. Le monde vient de découvrir quelque chose qui remet en question toute la scène Counter-Strike. Et maintenant que l'affaire est publique, Michal, il va commencer à abattre l'ennemi. Il va commencer à Il poster attendait que ça en fait, son moment genre. les clips des gens qu'il a trouvés en train de tricher. Ah Ce qui, ouais. en premier lieu, pourrait paraître normal. Michal, il voit des mecs en train de tricher, du coup, il va dénoncer les tricheurs. Dit comme ça, c'est évident, il n'y a pas de mal. Sauf que, il va démarrer une vague de haine. Bah oui, mais en fait, le truc c'est qu'il a pas amené le bail. Donc là, il y a quelqu'un qui a lâché ça publiquement. Et au lieu d'y aller tranquillement, petit à petit, il a fait ok les gars, moi je bosse 75 heures par semaine. Voilà, j'ai une centaine de clips par rapport à tel coach. Là, il a tout balancé. Voilà. Donc bon. J'avoue qu'il attendait ça, je me mets à sa place, le gars avec son poteau 75 heures, à analyser, il a créé un bot carrément pour isoler les clips. Mais frérot, faut amener les choses, hein. Parce que sinon il va juste passer pour un gros rageux. Envers ces gens-là, il va démarrer une vague de harcèlement. Il transforme ces gens-là en pâté pour chiens. Et les chiens sur Twitter, ils ont très très faim. Du coup, plan B pour Michal, il va se sentir mal d'envoyer tous ces gens à l'abattoir. Et Non mais, Michal, faut savoir. Faut savoir ce que tu veux en tant qu'arbitre. T'aimes le jeu, mais t'aimes pas les tricheurs. Mais tu veux pas que les tricheurs ils se fassent attaquer. Bah, on va pas leur faire des câlins aux tricheurs non plus. il va demander à l'ESIC une solution. Et là, du coup, la question c'est, l'ESIC, c'est quoi?
Le SIC ou Faut lui ESIC juste pour faire les plus bannes, court, en fait. c'est la commission d'intégrité e-sportive qui travaille en partenariat sur les plus gros tournois Counter-Strike au monde. Parce que pour prendre des sanctions lourdes de bannissement, c'est pas Valve qui va s'en occuper, et c'est pas les organisateurs de tournois non plus. On a délégué ce travail à une commission indépendante. Et suite à la découverte du bug sur Twitter et les clips de Michal, la commission va bannir 3 personnes, 3 Aïe. coachs. Et notamment un mec du nom de Undone, qui est sans doute l'une des plus grandes pourritures de l'histoire de Counter-Strike au stade professionnel. Mais Ah ça, bon on va en parler juste après. Parce qu'actuellement, il y a une question importante à laquelle on doit répondre. Sur les dizaines de milliers de parties analysées par Michal, seulement 3 personnes sont incriminées? Non. Évidemment que non. Il y a déjà bien plus que 3 coachs montrés sur les clips Twitter de Michal. Et pourtant, ils sont bel et bien les 3 seuls à se faire bannir. Il y a une Ouais, peut-être qu'ils auront abusé de fou, hein. raison extrêmement simple pour comprendre ça. La raison pour laquelle seulement 3 personnes ont été bannies 5 jours après le début de l'affaire, c'est parce que l'ESIC est très lente. Parce que l'ESIC, ça a beau être l'organisme de décision ultime capable de terminer ta carrière d'un claquement de doigts, c'est aussi 4 mecs dans un garage. Littéralement 4 mecs dans un garage. Et c'est pas 4 mecs comme Michal ultra déterminés qui se shootent à la caféine, donc ils sont lents. Ils sont très lents. Les 3 coachs vont en réalité être les premiers d'une longue, très longue Parce que là, il y a combien de bouts qui vont tomber, les mecs? parce que l'ESIC va ouvrir une enquête pour retracer toutes les parties jouées entre 2016 et 2020. Parce qu'on aurait trouvé des traces du bug jusqu'en 2017. Oh, aïe. Du coup, pour être Non, ça se trouve, ils l'ont utilisé qu'une seule fois, ils se sont pris un ban def là. sûr de rien louper, on va prendre de 2016 à 2020. Un bug capable de changer l'entièreté des matchs et des compétitions depuis 4 ans. À ce stade, c'est l'entièreté de la scène Counter-Strike qui n'a plus aucune valeur. Parce que si ça fait 4 ans qu'on peut tricher sur Counter-Strike, à quoi ça sert de jouer? À quoi ça sert d'organiser des compétitions avec d'énormes cash prizes si Alors qu'en vrai, Valve, ils avaient juste à patcher le. Ils auraient lu son mail, hein. Ils auraient patché le bug, c'était réglé. de toute manière, on peut tricher sans se faire prendre. À quoi ça sert de s'entraîner 12 heures par jour, monter des équipes, payer des joueurs des gigantesques salaires, si de toute manière on peut tricher? Entre 2016 et 2020, il y a eu 99 650 parties professionnelles qui ont eu lieu. C'est Et énorme. en un mois après la première vague de bannis, en septembre 2020, seulement 20% de ces games ont pu être analysés. Et c'est 37 personnes supplémentaires qui vont se faire éliminer de la Ah ouais, ça tombe comme des mouches, les gars. Hein. scène Counter-Strike. Alors il y Ça a tombe vite, énormément hein. de coachs d'équipes brésiliennes. Il y a aussi les coachs des meilleures équipes européennes. Ninja Sin Pyjamas, Il y a beaucoup de coachs des équipes brésiliennes. Mais pourquoi vous trichez les Brésiliens comme ça? Vous êtes déjà bons au foot. Et encore, sur les dernières années, c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez déjà la Coupe du Monde. C'est bien. Hellraiser, Vous en avez Vanitas, plusieurs. FaZe Clan et une dizaine d'autres équipes que je pourrais vous citer si on avait le temps, sauf qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'il reste 80% des games analysés et que si on a déjà viré 37 coachs, je me demande bien qui va rester vivant à la fin de cette vidéo. Le problème, je vous l'ai dit, c'est que l'ESIC est extrêmement lente et que pour avoir la suite de cette affaire, il va falloir attendre un peu plus qu'un mois. Genre 14. Sauf que durant Ah ces ouais, 14 mois, En fait, il faut attendre 1 an et demi, quoi. énormément d'encre va couler concernant les bans effectués par l'ESIC, et notamment à cause d'une personne, Roban. Roban, c'est le coach des FaZe Clan, une des meilleures équipes du monde, et il a été banni pour avoir utilisé le bug en 2017. Sauf Ok. que selon lui, il n'a pas utilisé le bug, il en a été victime. Parce que vu que c'est un bug, il peut en effet se déclencher chez des coachs qui n'ont rien demandé. Et Roban affirme que quand il a vu le bug, il a coupé son micro pour ne rien communiquer à son équipe. Vous allez me dire que c'est facile de mentir et qu'on n'a aucune preuve, et c'est vrai. Sauf que le match où Roban a subi le bug, son équipe s'est fait démolir 16-1. Bah oui, donc en vrai, bon, j'avoue, je pense que lui, on peut peut-être l'innocenter, quoi, Roban. Hein. Là, il s'est pris une petite balle perdue, quoi. Ah, ça aurait été un peu serré, j'aurais compris. Mais il a pris 16-1, les gars. Pour tout le Il monde, s'est fait déchirer, là. c'est une preuve que Roban n'a offert aucun avantage à son équipe durant le match. Il aurait gagné, pourquoi pas, mais là, juste, c'était peut-être le pire match de sa carrière, quoi. Parce que 16-1 quand même, si le mec était en mode caméra espion, c'est la pire caméra espion de l'histoire du monde. Ah, vraiment. Imagine, t'as un mec qui peut te communiquer les positions adverses t'offrant un avantage littéralement divin et tu te fais poutrer Ouais. 16-1 comme une giga victime. faut le Et du coup, déban. pour tout le monde, c'est la preuve que Roban n'a pas aidé son équipe avec le bug. Mais l'ESIC n'est pas du même avis. L'ESIC, il s'en tape. Et Roban va se faire éliminer de la scène Counter-Strike juste avant que son équipe ne remporte l'une des compétitions les plus importantes du monde, le faisant rater le moment le plus important de toute sa carrière, le moment qu'il avait attendu toute sa vie. La communauté a vraiment beaucoup de mal avec cette décision que Bah ouais, mais attends, mais le mec, là, pour le coup, il s'est fait chier dessus, là. beaucoup jugent beaucoup trop sévère et donc injuste. Surtout qu'à côté, l'ESIC prend des décisions que la communauté juge beaucoup trop peu sévères. Je vais vite fait vous parler de Undone parce que pour moi, c'est l'exemple parfait de pourquoi l'ESIC
SIG prend des décisions contestables. Undone, il va abuser du bug pendant des dizaines de rounds et va être condamné à 12 mois de ban. 12 mois qu'il va réussir à réduire à 8 mois en balançant d'autres coachs. Mec, on est à Guantanamo ou quoi là? à l'est- Réduction de peine, en fait, si tu lances pas le jeu pendant quelques mois, bah, c'est bon, on te réintègre rapidement quoi. SIG. Mais il va pas uniquement balancer des coachs adverses. Il va essayer d'incriminer ses propres joueurs en les accusant d'avoir été au courant de la triche. Et là, j'entends certains d'entre vous froncer les sourcils en train de vous dire que les... Non, on fronce pas les... On fonce pas du tout des sourcils, là. T'es en mode... ouais, non, ouais, c'est putain. Mais en fait, le gars, je suis trop un humain basique, les gars. Je suis trop facilement anticipable en termes d'émotion. accusant d'avoir été au courant de la triche. Et là, j'entends certains d'entre vous froncer les sourcils en train de vous dire que les joueurs dont le coach utilisait le bug pour tricher devaient forcément être au courant. Parce que justement, pour que ce bug vous donne un avantage, il faut que la personne ayant les infos, le coach, transmette les infos aux joueurs. Des infos impossibles à avoir sans... Ouais, parce qu'en fait, si tu vires le coach, tu dois virer toute l'équipe. tricher. Donc n'importe quel joueur avec 2 neurones aurait dû en déduire que son coach trichait. Et le fait de ne pas dénoncer leur coach qui triche, ça fait des joueurs des complices par omission. Ouais. Ce raisonnement est tout à fait correct. C'est une super déduction qui tient la route. Sauf que si tu fais ça, et ben y a plus de scène e-sport counter. Et tu bannes tout le monde. Voilà. Que si on veut condamner des gens, il faut pas juste avoir de bonnes déductions, il faut aussi avoir des preuves. Le cas de Undone et Heroic arrive durant la pandémie Covid-19. Une période où même les plus grandes finales des plus grands tournois se jouent en ligne. Et dans le cadre des joueurs danois d'Heroic, ils vont devoir jouer tous depuis chez eux à la place de jouer depuis un endroit commun comme ils avaient l'habitude de le faire pour les tournois en ligne. Et donc rien que là, il est impossible pour les joueurs de tout simplement regarder l'écran de Undone pour se rendre compte de la triche. Le seul moyen pour les joueurs de se rendre compte que leur coach triche, c'est d'entendre des infos que seul un tricheur pourrait avoir. Sauf qu'Undone, il est pas stupide. Les infos qu'il va donner sont toujours des instructions qui ne paraissent pas suspectes. Il donne des indications à ses joueurs sans pour autant dévoiler qu'il est en train de tricher. Ça, c'est la version des faits de 4 joueurs de chez Heroic. Sauf que parmi ces 4 joueurs, il y en a un qui a admis en même temps avoir aidé Undone à se positionner une fois sans savoir pourquoi Undone voulait à tout prix se retrouver dans cette position. Donc ah là, ouais, non, le mec, c'est vraiment un méchant, quoi. C'est vraiment Zianta. on a un joueur qui vient d'admettre qu'il a aidé sans le savoir son coach à tricher. Ce qui, à mon sens, est plus que suspect. Mais malheureusement, on peut que le croire sur parole. Parce qu'il n'existe aucun enregistrement vocal entre Undone et ses joueurs. Ce qui, pour le coup, n'est pas suspect. Les enregistrements, à cette période-là, étaient très rares. C'est pas comme si c'était la seule équipe qui, par hasard, avait pas d'enregistrement. Donc là, on a la version des faits de 4 des joueurs, dont un qui paraît quand même très suspect, mais qu'on peut pas condamner parce qu'on n'a pas de preuves. Maintenant, ça, c'est 4 joueurs sur 5. Et justement, pour Nico, le 5e joueur, on a un enregistrement vocal. Un appel téléphonique entre lui et Undone. Durant cet appel, Undone va tout faire pour faire avouer Nico et pour qu'il balance ses coéquipiers. Pourquoi est-ce que c'est le seul appel qu'on a? Bien parce que cet appel a été enregistré à l'insu de Nico par Undone. Et Nico va avouer durant cet appel avoir été au courant depuis le début. Nico est coupable. Nico était le réel complice de Undone dans cette affaire. Donc les SIG va devoir le bannir. Sauf qu'il y a 2 détails que je vous ai pas encore racontés et qui vont faire basculer les SIG dans leur prise de décision. Premièrement, enregistrer quelqu'un à son insu, c'est illégal, même au Danemark. Et Undone pourrait... Mais pourquoi, alors du coup, dans la dernière mise à jour iOS, on peut enregistrer tout le monde? Je comprends pas. trouver avec des peines comme des amendes ou encore des mois d'emprisonnement. Donc là, les SIC, ils sont pas trop chauds d'utiliser une preuve obtenue de manière illégale. Parce que là, clairement, Nico, il peut porter plainte contre Undone, mais il pourrait aussi porter plainte contre les SIC. Et à côté de ça, en plus, à en croire le rapport de les SIC, durant toute la conversation téléphonique, le ton, le timing et les tournures de phrases d'Undone sont réellement malaisantes. En réalité, toutes les questions que pose Undone sont posées de manière à ce que tout ce que répond Nico soit retourné contre lui. Donc l'appel téléphonique, il est obtenu de manière illégale et en plus dedans, c'est Undone qui paraît le plus bizarre. Mais en dehors de ça, il y a un autre grand facteur qui va peser dans la décision de l'ESIC, c'est que Nico, il est autiste Asperger. Une personne autiste Asperger peut très bien se débrouiller en société sans souci, mais certaines ont plus de problèmes que d'autres. Et dans le cadre de Nico, la National Autistic Society a informé l'ESIC que Nico a de grandes difficultés à discerner le bien du mal, qu'il est extrêmement naïf, manipulable et dépend énormément des personnes en qui il a confiance. En bref, on pourrait... Ah ouais, d'accord. En fait, il a créé un instrument de guerre, le coach. Se dire qu'Undone n'a pas choisi Nico au hasard pour être son complice. Undone savait très bien que Nico était manipulable. Ah, ce mec, les gars, sent pas bon. Et qu'il n'oserait jamais se retourner contre lui. Undone a volontairement profité d'une personne en situation de handicap
pour tricher. Du coup, quel est le résultat de cette affaire? Les 4 joueurs qui se disent innocents vont se faire innocenter par manque de preuves. Nico, lui, est déclaré coupable mais va seulement recevoir plusieurs sanctions mineures dues à sa condition mentale. Et pour moi, Undone aurait dû être banni à vie. Ah oui, clairement. T'as un gars capable de tricher en manipulant des personnes en situation de handicap, en commettant des actions pénalement répréhensibles, je trouve ça assez limite pour qu'Undone prenne un petit ban définitif. Mais ça c'est mon avis, et certains diront que tout le monde mérite une seconde chance. D'accord, vous savez quoi? Donnons une seconde chance à Undone. Voyons voir ce qui se passe. Oh bah, Ouais, je pense que ça va être encore pire qu'après, enfin qu'avant quoi. ça alors, encore plus de problèmes. Mais c'était pas du tout prévisible. Les décisions très contestables de l'ESIC, plus le fait qu'ils prennent des plombes à réagir, parce que 14 mois c'est quand même hyper long, surtout quand le boulot a été largement prémâché par Michael qui avait déjà posté 380 clips de triche sur sa le book, de toute façon, l'arbitre qu'on a connu là, il a 4 ans d'avance, ces gars. Il a 4 ans d'avance. propre chaîne YouTube. Mais au bout de 14 mois, on va enfin voir le bout de cette affaire avec la vague finale de bannissement. Et là, j'espère que vous aimez les chiffres. Le bug dans sa forme de base, en version statique, a été utilisé sur 98 matchs de la scène compétitive Counter-Strike sur un total de 1311 rounds et c'est 47 coachs supplémentaires qui vont se faire bannir de la scène. Non, les gars, je vous dis, à la fin de la vidéo, il y aura plus personne qui va jouer à Counter. Donc au total, si on ajoute ça aux 37 précédents et aux 3 qu'on avait aussi bannis en premier, ça fait 87 coachs bannis uniquement pour la version statique. Ensuite, on a la version vue à la 3e personne, extrêmement particulière parce que ce bug n'était pas reproductible. C'était littéralement un bug provoqué par un problème de serveur sur 2 plateformes très précises de tournoi Counter-Strike. Et dans l'entièreté des cas observés, le bug n'a duré qu'un seul round avant de se régler tout seul. Mais comme les joueurs ont laissé le bug se dérouler sans mettre la game en pause, eh bien ça nous fait 47 personnes supplémentaires. Ouais, d'accord, les mecs ils tombent comme des mouches. Hein. Qui il n'y aura plus un seul coach en fait, il y a une génération de coachs qui a sauté dans toutes les équipes. On se mangeait un ban le 5 mai 2022. Seulement 4 jours avant le début de l'un des plus grands tournois de toute l'année 2022. Les SIC, ils viennent de dire aux coachs qualifiés pour ce tournoi, vous voyez le truc qui vous est arrivé entre 2016 et 2020 qui était tellement rapide, qui a duré tellement peu de temps que la grande majorité d'entre vous n'ont même pas compris ce qui se passait? Eh bien ça va vous faire louper le tournoi le plus important de votre carrière en 2022. Allez salut! Les timings de l'ESIC vont être phénoménaux. Parce que du coup, les équipes qui se retrouvent avec un membre banni pour un simple bug d'un seul round de quelque part paumé en 2016, ils ont plus que 4 jours pour trouver un nouveau coach pour le tournoi le plus important de l'année 2022. Tout ça parce qu'ils ont pris tout leur temps à prendre une décision qui au final met aussi les innocents dans une très mauvaise situation à cause du manque de temps pour réorganiser les équipes correctement. Mais on n'a pas encore parlé de la pire variante du bug, qui a été utilisée par 3 personnes qui vont toutes prendre des bannissements de plusieurs années. La variante Free Roam. Les gars, il y a en fait, il y a un moment Valve, il faut que faut faire un patch. Je veux bien à la limite un bug de cam, mais là c'est le 3e. C'est le 3e glitch les gars pour avoir de l'information. J'appelle la mettez à jour votre jeu, non? Variante du dieu qui te pète en deux et qui est bien... En plus ça te fait une sale réputation et tout le monde, carrément, les gens, la réputation du jeu c'est quoi? C'est un jeu de tricheur genre. Évidemment, reproductible. Même pour les joueurs e-sport, mais t'as même pas envie d'investir, tu te barres. Tu vas sur Valo, tu vas chez Rito. Et donc utilisable à souhait par les tricheurs. Le bug qui permet au coach de se balader partout et de faire ce qu'il veut. 3 personnes l'ont utilisé et celui qui va faire le plus parler de lui, c'est Zach. Zach, c'est un coach brésilien qui a été qualifié pour le... Les Brésiliens, on vous aime, hein, mais restez dans le foot, les refs. Major... Restez dans le foot. Là, le gars, il a pris la caméra pour se balader partout et il a scouté comme ça. Et en mode, ils arrivent sur A, positionnez-vous. Hyper important. De Brasil, de Fagian. 2022. Il va très largement contester son bannissement en affirmant que c'était il y a longtemps, durant un round au couteau avant le réel début du match, et une autre fois où il était même pas devant son ordi. Selon lui, arrête tes couilles. Le fait que la décision arrive 4 jours avant un major, c'est scandaleux. Et là du coup, la communauté va se diviser en 2 camps. D'un côté, les gens qui sont d'accord avec Zach, disant que c'est ridicule de se faire bannir pour un bug qu'on n'a même pas causé il y a des années. Et de l'autre, ceux qui vont quand même pointer du doigt qu'il existe 6 replays différents où on voit Zach tricher. Bah ouais, c'est ça le truc. Que ces replays sont dispo sur la chaîne YouTube de Michal et que donc la punition... Une fois les gars, bénéfice du 2 fois. Faut un bon avocat. 6 fois. Fin du match. Hein. Est largement mérité. Donc pour résumer, d'un côté on a les délus et les fans brésiliens, et de l'autre nous avons les personnes qui réfléchissent avec leur cerveau. Mais du coup, si on sait grâce au clip de Michal que Zach est bel et bien coupable, et en plus de ça qu'il a menti en public pour sauver son image, pourquoi le cas de Zach a-t-il fait autant de bruit? Eh bien justement parce qu'on avait les clips de Michal sur YouTube, depuis plus d'1 an. Alors pourquoi l'ESIC a pris autant de temps à bannir Zach? Pourquoi attendre 14 mois juste avant le major alors qu'on savait déjà depuis le début qu'il était coupable?
Eh bien la réponse c'est parce que Lessig c'est 4 mecs dans un garage. Lessig quand ils ont voulu Mais attends, mais vu que c'est eux qui gèrent tout, on peut pas leur donner un peu de main d'œuvre ou faire en sorte qu'ils passent de 4 à 40? punir tous les tricheurs de 2016 à 2020 après avoir été contactés par Michal au sujet du bug. Parce que 4 les gars, enfin l'arbitre les gars, je vous dis, il a 3 ans d'avance sur eux. Ils vont pas aveuglément faire confiance à Michal. Ils vont analyser toutes les parties de Counter-Strike avec un script. Un petit programme qui notait les anomalies. De la même manière que Steve qui avait codé l'analyseur de replay. Il se trouve que le script de Lessig a laissé passer Zach au travers des mailles du filet, et comme personne n'avait pris le temps de regarder tous les replays postés par Michal, et bien du coup Lessig n'a pas sanctionné Zach, malgré les preuves flagrantes de triche disponibles sur YouTube. Et c'est pour ça aussi que l'enquête finale a duré aussi longtemps. Ils se sont rendus compte en plein milieu de leur recherche que leur script de détection de triche était codé avec le cul. Ils se sont... Donc là, ça fait 30 minutes que je regarde. Tu me dis qu'il y a un organisme qui est spécialisé dans la détection de la triche pour ton jeu qui est Counter. Ils ont mal fait leur boulot. Parce que leur logiciel, il marchait pas bien. Mais les gars, vous avez chié sur l'arbitre. L'arbitre, il a été 1000 fois plus efficace que tout le monde et il avait 3 ans d'avance sur eux. Sur 4 mecs dans un garage. Eux, ils étaient 2. Hein. Il était tout seul au début et après, il a rejoint son pote. C'est chaud quand même. Sont rendus compte que Michal avait trouvé des utilisations de bugs que le script n'avait pas trouvé. Autrement dit, mais sans faut le recruter ce mec. Michal et son ami Steve, on ne sait pas combien d'autres tricheurs seraient passés entre les mailles du filet. Tout ça parce que Lessig, c'est 4 mecs dans un garage. Et toute cette histoire va poser de nombreuses questions. Premièrement, comment ça se fait que Valve, le créateur du jeu, n'a rien fait? Ouais, parce que je pense que c'est peut-être un peu comme Nintendo, la dimension e-sportive du jeu, peut-être qu'ils sont en cogne, je sais pas. Ils ont une poule aux œufs d'or qui réunit des millions de spectateurs et remplit des arènes entières, alors pourquoi ils n'ont pas été foutus de régler cette histoire? Comment un bug aussi gros a pu être actif aussi longtemps? Eh bien en réalité c'est parce que c'est pas juste un bug, c'est plusieurs bugs. Ah. Le spectator bug de 2017 qui a provoqué le ban de Roban a été réglé par Valve en 2017. Sauf qu'en 2020, un bug quasiment identique apparaît, et c'est ce bug-là qui va démarrer l'enquête de Michal, l'intervention de Lessig, les centaines de bannis, la colère, le dégoût et tout ce qui va en suivre. Et on s'attendait à ce que Valve fixe le bug de 2020, et c'est en effet ce qu'ils avaient annoncé dès le premier jour de la découverte du bug. D'ailleurs, au passage, vous vous souvenez, le mec qui avait annoncé sur Twitter publiquement que le bug existait, et bien lui aussi il s'est fait bannir. Ah lui là, ça... Ouais, il avait pas la lumière à tous les étages, hein, les gars. Les gars, j'ai trouvé un glitch de fou. Parce que le gars, en fait, il voulait faire diversion, tu sais. Et en fait, non. C'était peut-être l'un des premiers à l'utiliser, tu sais. J'ai trouvé un glitch de Zana, ça va trop tricher. Ouais, c'est bon, ils vont tous tomber, ces concurrents, je les aime pas. De toute façon, on se fait défoncer 15-1 à chaque fois. Et bam! C'est marrant que ce soit le mec qui lance l'alerte publique qui se fasse... Bref, c'est un détail ça. Ouais, c'est normal. Le vrai truc important, c'est que malgré l'annonce de Valve comme quoi le bug a bien été réglé le jour de sa découverte publique, eh bien un an plus tard, on découvre qu'en 2021, il y a encore des gens qui l'utilisent. Alors est-ce que Valve a menti ou alors est-ce que c'est une nouvelle version du bug? Personne ne le sait. Ah, mais c'est pas ça. Valve, s'il te plaît. Et même, tu prends pas des années à régler ce genre de soucis, quoi. La réelle majeure question que tout le monde s'est posée durant toute cette affaire. La véritable question, c'est si l'intégrité de ton événement, c'est ce qui permet aux spectateurs de sauter de joie et de pleurer de détresse, pourquoi la refiler à 4 mecs dans un garage? Pourquoi prendre à la légère la seule il a dit au moins 20 fois 4 mecs dans un garage. chose qui doit à tout prix rester intacte? C'est vrai que toute la dimension e-sport tient sur les épaules de 4 mètres dans un garage. Pourquoi c'est le Il y a rôle un problème quand même. de 2 mecs en nuit blanche sous caféine d'empêcher l'effondrement du plus grand e-sport au monde? Et c'est juste des fans et ils sont même pas payés. Depuis des années, j'ai vu des gens mépriser l'e-sport. Traiter ça comme une passion de la sous-culture. J'ai vu des stéréotypes et des insultes sous mes propres vidéos. Mais quand on voit que l'intégrité tout entière de cet e-sport repose sur 2 mecs sous caféine et 4 gars dans un garage, est-ce qu'on mérite pas de se faire insulter? Je ne comprends pas comment Lessig peut avoir un rôle aussi important. Parce que même si maintenant, en 2024, c'est un peu plus que simplement 4 mecs dans un garage, il y a des choix qui restent catastrophiques. Si on reprend l'exemple d'Undone, sa seconde chance dans l'e-sport, il l'a complètement foiré. Parce qu'il a partagé les stratégies de son équipe à un club adverse. Et c'était pas n'importe quel club en plus, hein, c'est juste Astralis, l'un des plus gros clubs au monde. Et du coup, Undone, pour ça, il s'est fait bannir 2 ans. Et là, on se dit, ok... Mais non, mais faut le ban à vie, en fait. Tu lui laisses une chance, mais faut le ban à vie. Pourquoi 2 ans? Lessig fait son boulot, elle distribue des bans. Sauf que non. Undone, il a menacé Lessig avec un avocat, et Lessig, en voyant l'avocat arriver, ils ont annulé le ban de Undone. Et en plus, ils ont perdu leur couille.
Alors que le mec, il a fait de la merde et il y a des preuves pour l'incriminer. Mais il vient avec un avocat, il fait « Oh, putain, on est 4 potes dans un garage !» On a un avocat, nous? Ah non, ça ferait 5. Ça ferait 5 mecs dans un garage. Ouais, c'est pas possible. Ok, bon retour parmi nous, c'est bon. Comment voulez-vous qu'on prenne l'e-sport au sérieux? Moi, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de pouvoir crier dans des stades. Mais comment je peux faire ça en sachant qu'à tout moment, les matchs, ils sont truqués? Qu'à tout moment, il y a un bug qui existe quelque part qui dure plusieurs années. Et que quand on prend la main dans le sac, les joueurs abusant des règles, il leur suffit de passer un appel à un avocat pour être mis en liberté. On parle du mec qui a triché en compétition, dévoilé des conversations privées pour faire tomber ses joueurs avec lui. Il a manipulé un de ses joueurs autiste Asperger pour qu'il confesse. Et bien sûr, à côté de ça, je viens de vous le dire, il a partagé des documents stratégiques. Ah, ce mec est dangereux. Hein. Confidentiels. À mon avis, les gars, il doit avoir un oncle, un parent chez Valve, j'en sais rien. Taille du... Peut-être que son daron, il fait partie des mecs dans ce garage, je sais pas. Du CV. Et du coup, en 2024, il devient quoi ce mec? Il fait quoi dans la vie Undone maintenant? Déjà, il lance pas de live à mon avis. Hein. Il est toujours coach pour une équipe Counter-Strike. Merci Lessic. Au moment où j'enregistre ces mots, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Et vous le savez peut-être pas, mais il existe aussi les Jeux Olympiques de l'e-sport. Et devinez qui vient de signer une collaboration avec le... Pitié, pas lui. Pitié. Pitié. Comité Olympique. ESIC. Je veux pas dire que les Six ce sont des incapables. Je veux juste dire que j'ai peur que ça se passe mal, parce que l'intégrité c'est ce qu'il y a de plus important dans un sport. Valve a fait l'erreur de prendre ça à la légère, et il faut pas que ça continue. Parce que prendre l'intégrité d'un match à la légère, c'est ça le plus grand scandale de l'e-sport. C'est pas réellement qu'il y a plus de 100 personnes qui se sont fait bannir. Le plus grand scandale, c'est que quand des gens s'en sont pris à l'e-sport et à son intégrité, les gens dont c'était le travail de protéger l'intégrité n'ont pas été à la hauteur. Pour toute cette vidéo, Michal m'a aidé à comprendre cette affaire qui s'étale sur presque 5 ans. Il a toujours répondu à toutes mes questions et... Et ce mec, il y a un monde, les gars, où il n'est toujours pas payé. Michal, tu ne le sais pas encore, mais tu es le modo ultime. Je rêve de t'avoir dans ma communauté, avec une belle épée, Michal. Quand je lui ai dit que j'allais contacter Lessic pour avoir leur point de vue de l'histoire, il m'a juste répondu « bonne chance ». Et en effet, aucune réponse. Alors que leur point de vue aurait été capital pour cette vidéo. Savoir de leur point de vue comment tout cela se passe. À quel point ils prennent leur travail au sérieux, à quel point ils sont subventionnés, comment font-ils pour être justes dans la prise de décision, et comment eux-mêmes arrivent à se prendre au sérieux dès qu'ils reculent au moindre joueur qui n'accepte pas sa punition. L'intégrité d'un match est la seule chose qui le rende légitime. C'est sympa. Non mais les modos qui commencent à faire les pleureuses là. J'ai pas dit que vous étiez des mauvais modos. Je dis juste que ça aurait fait un modo supplémentaire qui sait faire son travail. Voilà, c'est ça que je dis. Ah. Je dis que Michal il peut venir, ça fait oh vas-y, oh, c'est super sympa, je me sens. Arrêtez de pleurer, arrêtez de chialer. Moi j'ai dit je veux pas de chialeuse ici. C'est ce qui lui permet de faire ressentir des émotions et on met ça entre les mains de mecs beaucoup trop peu nombreux qui rendent des décisions beaucoup trop arbitraires. Cette affaire c'est pas seulement la plus grande affaire de tri. Bah voilà, vous êtes là les modos, regardez, vous êtes tous les 4 là. Hein, tous les 4, 75 heures par semaine, on n'est pas payé, mais on attend. De l'histoire de l'e-sport. C'est aussi la triste preuve que l'e-sport n'est pas pris au sérieux par ses propres dirigeants. Ce carnage, c'est la preuve que seule la vérité compte et que cette vérité, elle a été éclatée en 1000 morceaux. Mais Charriot, y a pas de problème. Voilà. Cherito, ils font leur boulot. D'accord? Et c'est ça la plus triste des conclusions pour cette vidéo. Après, peut-être qu'il y a eu des trucs de triche à l'époque, hein. Mais dans ce cas, j'ai rien vu là-dessus. L'immense empire de l'e-sport Counter-Strike a été sauvé par 2 mecs qui n'auraient pas dû supporter un tel poids. 2 mecs dont c'était pas le travail, 2 mecs qui ont fait passer leur propre santé après la santé de l'e-sport qu'ils aiment. 2 mecs qui voulaient simplement continuer à sauter de joie dans les victoires et pleurer de détresse dans les défaites. Merci. Ah, vraiment des héros les gars.